test que j'utilise, celui que j'utilise préférentiellement, est un test où quand vous avez des réactions, on met donc l'antigène, le sang en relation avec des protéines réactives, et on va contrôler la quantité d'anticorps qui arrivent sur l'aliment. Si vous êtes inférieur à 7,5, c'est négatif. Si vous êtes entre 7,5 et 12,5, vous êtes en réaction légère. Entre 12,5 et 20, vous êtes en réaction modérée. Entre 20 et 50, vous avez une réaction qui est dite strong, enfin forte. Et le niveau 4, supérieur à 50 microgrammes par millilitre d'anticorps sécrétés sur un aliment, c'est une intolérance sévère. Voilà un exemple tout simple, hein, c'est sur des milk products, enfin des produits laitiers. Et vous avez ici les 4 niveaux jaunes, le niveau orange, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Alors, je reviens aux questions précédentes. Est-ce que le gluten est toujours aussi bon pour la santé de nous tous? Chacun d'entre nous. Alors, je voudrais dire une chose, parce que ici, nous sommes des médecins, et on est accusé de céder à la dernière mode. C'est-à-dire que, oui, le gluten, tout le monde en parle, c'est un effet de mode, alors il faut remercier Lady Gaga, ou Victoria Beckham, ou Jennifer Aniston, ou Oprah Winfrey, parce qu'elles ont, elles, supprimé le gluten de leur alimentation pour avoir un effet d'amélioration de leur silhouette, donc pour un effet esthétique purement. Alors que nous, quand nous faisons les tests, c'est dans un but et d'une ambition seule et unique et médicale. Voilà, vous voyez par exemple ici une réaction. Vous voyez, là je veux dire, est-ce que vraiment c'est un effet de mode? Vous avez ici une personne qui est au gluten qui est à 85 à peu près. Voilà, 85, c'est pas l'effet du hasard. Hein, c'est pas les petits anticorps qui s'ennuyaient et qui ont voulu aller se détendre les jambes et s'exercer un petit peu. Non, c'est une réaction immunologique, elle n'est pas arbitraire, elle est réelle. Vous avez un autre exemple. Ici, sur le gluten, vous avez voilà, un résultat incroyable, c'est-à-dire vous avez des résultats à 150, à 138 pour le blé, à 150 pour 151 pour le gluten. Et ça, ce n'est pas l'effet de mode. C'est une réalité et j'en ai tous les jours qui arrivent comme ça. Et vous avez ici aussi un patient qui est aussi positif à l'amande et positif aussi aux œufs. Donc là, il faut savoir ce qui convient au patient ou ce qui ne convient pas. Alors, voilà un exemple clinique. Michel avait 62 ans, une de mes patientes à qui j'ai fait le test en 2006. Elle souffrait tous les jours d'avoir mal au ventre depuis l'âge de 50, donc ça fait 57 ans qu'elle avait mal au ventre, tous les après-midi. Elle avait fait des multiples consultations et il y avait une inefficacité de tous les traitements suivis. Ça, c'est les anciens résultats tels qu'ils étaient présentés en 2006. Qu'est-ce qu'elle avait, cette dame? Une intolérance à 4 sévère au gluten. Elle a stoppé la consommation donc, de toutes les céréales qui contenaient du gluten et elle a été guérie, mais alors extrêmement rapidement, mais complètement de toutes ces douleurs qu'elle avait depuis 57 ans. Et en 15 jours, même pas un mois, elle a été complètement guérie et j'ai un recul actuellement, parce que c'est toujours une de mes patientes, de plus de 9 ans. Alors, de quoi souffrait cette femme depuis à peu près 60 ans presque? D'une maladie cœliaque? Non. Ici, vous avez les tests de la maladie cœliaque pratiquée en France. Il devait être inférieur à 7. Elle était inférieure à 5 pour les antitransglutaminases, les anti-endomysium, les antigliadines. Donc, pas de maladie cœliaque. Pas de maladie cœliaque. Donc, elle ne souffrait d'une nouvelle entité clinique qui n'est pas encore véritablement bien définie. C'est ce qu'on appelle non-celiac gluten sensitivity. Et j'ai écrit donc un article, il y a déjà 3 ans, sur l'intolérance au gluten. Une nouvelle entité clinique existe en dehors de la maladie cœliaque. C'est une étude comparative à partir de tests biologiques. Elle a été publiée dans la phytothérapie européenne, un peu tardivement, mais en numéro 87 de juillet-août 2015. Voilà, 2 petits mots sur cette étude. J'avais à l'époque 744 patients qui ont été testés par une période de 7 ans. On a trouvé dans cette situation 397 patients qui étaient positifs, c'est-à-dire j'avais plus de 53% de patients qui étaient positifs au test. C'est le test ELISA, j'ai oublié de dire ELISA test, le test, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces patients qui étaient positifs au gluten, je les ai testés par le test classique pour diagnostiquer la maladie cœliaque. Et donc on les a fait faire des tests, notamment les anticorps IgA antitransglutaminase. Et la surprise est la suivante, 98 à 99 des tests officiels pour diagnostiquer la maladie cœliaque étaient négatifs. Donc de quoi elle souffrait cette femme? Alors la question, est-ce que ces patients ont un problème ou non avec le gluten? La médecine classique dit encore non. L'immunonutrition, telle qu'on la pratique, elle dit oui, bien sûr, évidemment. Et ces 98% de patients qui étaient positifs au test ELISA
et qui étaient négatifs au test IgA transglutaminase, ce sont des gens qui font partie de cette non-celiac gluten sensitivity, la sensibilité au gluten de nature non-celiaque. Et cette entité clinique, elle n'est pas encore couramment bien reconnue et définie, bien qu'il existe un certain nombre d'études. Alors ce que je voudrais dire, c'est que au point de vue de la situation officielle, elle est que l'on a officiellement 1 à 2 patients qui ont un problème qui sont malades cœliaques, pardon, et puis vous avez 98 à 99% de gens qui sont négatifs au gluten, donc circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème avec le gluten. Mais ce n'est pas vrai. La situation exacte, telle que moi je la propose, est celle-ci, c'est-à-dire que vous avez effectivement toujours les 1 à 2% de patients qui sont atteints de la maladie cœliaque, mais vous avez 53% de gens qui sont non-celiac gluten sensitivity, des sensibles au gluten mais de nature non cœliaque, et vous avez 45% qui sont tout à fait indemnes de problèmes avec le gluten. Alors il y existe tout un tas d'études, bien sûr, sur ce gluten. Ici vous avez le non-celiac gluten sensitivity qui vous donne plusieurs études qui ne sont pas très vieilles, 2013, donc qui montrent l'existence de cette étude. Et je voudrais présenter cette étude-là parce qu'elle est très intéressante. Elle date de 2014. Elle est faite par des auteurs polonais dans le Nutritional Neuroscience de 2014. Et ces auteurs-là ont tout simplement montré que la dépression était en relation avec la sensibilité au gluten. Et ils ont aussi, bien entendu, montré et confirmé qu'il y avait une séparation entre la sensibilité au gluten et la non-celiac gluten sensitivity. Bon, ça maintenant, il va falloir que tout le monde s'y mette parce que c'est une évidence. Et donc, ça veut dire que peut-être que les antidépresseurs ont du souci à se faire. Dans ce problème de sensibilité au gluten, vous avez de nombreuses études. On ne va pas tous les citer pour aller un peu plus vite, mais les études existent et en quantité sur la sensibilité, la maladie cœliaque, le syndrome de l'intestin irritable et la sensibilité au gluten. Vous avez aussi des études qui utilisent les tests que j'utilise moi-même, c'est-à-dire les tests aux anticorps IgG. Et vous avez ici, par exemple, des exemples de l'élimination basée sur les anticorps IgG dans le syndrome irritable, sur une étude qui est randomisée. Également ici aussi, une étude qui est randomisée en double aveugle. Alors, je veux dire que le gluten, ce n'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que moi, je peux vous dire qu'il faut se poser la question de savoir si les produits laitiers sont aussi un problème qui est bon pour la santé. Vous avez les tests immunologiques qu'on utilise montrent qu'il y a beaucoup d'intolérances, et notamment une protéine qui s'appelle la caséine. Ici, vous avez l'exemple d'un de mes patients, effectivement, voilà, sur les produits laitiers, une très forte intolérance aux produits laitiers, et même à la chèvre et à la brebis. Voilà ici un exemple impressionnant, 122, je vous rappelle qu'on est positif à 7,5 microgrammes par millilitre, là il y en a 122, donc une personne extrêmement positive donc, aux produits laitiers. Donc c'est des résultats qui sont incroyables, mais qui sont la vérité, la réalité de tests biologiques. Là, j'ai fait une dernière évaluation sur 1059 patients. J'ai 541 patients qui sont positifs au lait de vache. Donc c'est important, il faut quand même y songer. Voici un autre exemple sur une jeune femme de 18 ans qui souffrait de rectocolite hémorragique, qui avait des fréquentes diarrhées hémorragiques, même sous traitement par pentasa et cortisone. Voilà son résultat biologique sur les produits laitiers. Donc elle a arrêté la consommation de tous les produits laitiers et il y a eu une disparition complète de tous les diarrhées hémorragiques dans moins d'un mois. Voici maintenant l'arbre qui cache la forêt, ça peut être aussi les produits laitiers et les produits laitiers le gluten. Voici un exemple d'intolérance aux œufs. Ici, vous avez un chiffre absolument incroyable sur une personne qui souffrait de syndrome de fatigue chronique depuis 3 ans. Et ici, vous avez ces résultats ici qui sont extrêmement importants. Vous voyez des chiffres affolants sur le problème du chicken egg white, c'est-à-dire du blanc d'œuf. Voilà, alors je voudrais dire que j'ai un livre que vous pouvez trouver à la sortie d'ici de la salle qui donne tous les résultats statistiques sur l'ensemble des intolérances alimentaires. Sur 1059 patients, j'ai 51,56% de positivité aux œufs. Ici, c'est une jeune femme qui avait 5 crises de migraine par mois. Elle avait un lourd traitement médical avec des bêta-bloquants, avec des drogues antiépileptiques. Elle a fait le test des intolérances alimentaires. Voilà ce qu'on retrouve. Intolérance, évidemment, aux œufs, ici, extrêmement importante. Et ici, intolérance aux produits laitiers. Elle exclut les œufs et 80% des produits laitiers. Et elle a eu des résultats progressifs très rapides sur la disparition des crises de migraine.
il n'y avait plus de traitements médicaux au bout de 4 mois. Tous les médicaments ont été stoppés. Après 10 mois, elle avait simplement une toute petite crise de migraine, selon ses propres termes. Un nouveau test, elle a demandé à faire un nouveau test elle-même. Le nouveau test, voilà ce que ça donne. 1 an après, autrement dit, il y a une disparition complète. Je vous remontre 13 mois avant quel était son test. Une disparition complète des anticorps qui correspond à une disparition complète des crises de migraine. Ici, vous avez des études qui ont été faites tout simplement par des Turcs, hein, qui utilisent les tests basés sur les IgG. Voilà. Ces tests-là, les Turcs l'ont fait. Il y a une étude mexicaine aussi qui a été faite. Pour l'instant, en France, on reste un petit peu muet sur ces études-là. Voilà un patient dermatologie eczéma, qui a été guéri en 3 mois avec intolérance aux œufs et intolérance ici au gluten. Alors, je voulais simplement vous dire que vous vous rappelez ce cas clinique que je vous ai montré au début. Est-ce que vous pensez qu'on peut raisonnablement donner le même régime alimentaire à ces 2 individus? Alors moi, je vous dis une chose, si vous donnez, alors que le programme nutrition national français vous demande de manger 5 à 7 fruits et légumes par jour, ici, vous avez une personne qui est totalement intolérante aux fruits et aux légumes. Alors, c'est bien les fruits et légumes, je ne suis pas contre, mais chez cette personne-là, c'est pas possible. You kill him. Oh, ok, I'm just joking, a little kidding, but there is a truth in what I say. C'est-à-dire, je veux dire que, oui, je plaisante, mais c'est vrai, il y a du vrai dans ce qu'on dit. Quand vous donnez des fruits et des légumes à ce monsieur-là, vous l'aggravez considérablement. Donc, il n'est pas possible de rester sans personnaliser l'alimentation. Voilà, ici, par contre, vous voyez, par exemple, ici, il n'y a que 2, c'est pas beaucoup mieux. Il n'y a que 2 intolérants chez ce monsieur. C'est simplement le kiwi et puis c'est l'ananas. Pas de problème. Ici, vous avez aussi que le linseed, le flaxseed, c'est-à-dire le lin. C'est bon, c'est une source végétale d'oméga 3. C'est parfait. Sauf que pour ce patient, eh bien, c'est une intolérance alimentaire, il ne faut pas lui donner. Ici, vous avez les poissons. Les poissons, c'est riche en oméga 3, c'est très bon pour la santé, oui, mais pas chez tout le monde. Ici, vous avez un patient ici avec des intolérances aux poissons, et ici, ce patient-là a des intolérances retardées aux poissons. Il ne faut pas lui conseiller de manger du poisson. Vous abîmez sa barrière intestinale et vous risquez d'altérer sa bonne santé. Il y a beaucoup de légumes qui vont être positifs. Ici, vous avez les broad beans, c'est-à-dire les fèves, vous avez les lentilles, vous avez les chickpeas, c'est-à-dire le pois chiche, et le soja qui est positif. Une petite précision, si vous devez supprimer les produits laitiers pour un patient et que vous lui substituez du soja, faites attention de ne pas être dans ce cas-là. Parce que là, vous créez une catastrophe supplémentaire. Voilà, donc moi je termine en disant que l'immunonutrition, pour moi c'est un nouveau paradigme. Je me trompe peut-être, mais pour moi c'est un nouveau paradigme. C'est pour moi un grand et un nouveau concept. L'immunonutrition offre une batterie de tests dans le but d'identifier quels sont ces mauvais aliments. Allez, on va dire mauvais aliments, mais ce sont des intolérances alimentaires, d'accord? Et ces mauvais aliments, c'est-à-dire ceux qui sont immunologiquement, qui ne sont pas bien tolérés par le corps, sont responsables d'allergies retardées de type 3. Et que ces allergies de type 3 sont la source d'un certain nombre de pathologies chroniques en altérant, entre autres, le microbiote intestinal et la barrière intestinale. Et la plupart de ces maladies chroniques vont probablement altérer notre espérance de vie. Donc pour moi, je pense que l'immunonutrition est définitivement, est assurément d'une grande utilité pour la médecine pro-aging et en identifiant les conditions préliminaires à la survenue de maladies chroniques et évidemment d'une manière conséquente sur la qualité de notre vie et sur notre vieillissement. Alors, je voulais dire à tous ici, vous êtes tous des êtres uniques, là, dans cette salle. Personne n'est pareil. Il n'y aura pas un test pareil. Donc vous êtes des êtres exceptionnels, vous êtes uniques et exceptionnels. Alors vous, bien sûr, et vos patients, n'oubliez pas, vos patients aussi. Hein, donc si vous avez une alimentation qui est variée, équilibrée, je suis d'accord, mais il faut vous la personnaliser. Et pour éviter ces maladies chroniques et qui vont vous donner une meilleure santé ultérieure et un vieillissement en bonne santé. Voilà, moi je dis que faites attention aux allergies et je vous remercie pour votre attention.